Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce troisième webinaire dédié à une meilleure compréhension des politiques biodiversité aux différentes échelles du territoire. Ce webinaire va durer 1h30 et nous allons cette fois-ci parler des politiques biodiversité à l'échelle départementale. Pour vous donner un rapide détail du sommaire que nous allons aborder. Donc, tout d'abord, je vais vous faire un bref rappel du contexte dédié à ce webinaire. Ensuite, nous aurons Sandrine Reverchon-Salé, qui est présidente de la CDPNAF 45, qui fera une présentation générale sur ce qu'est la CDPNAF. Il y aura ensuite un temps de questions. Ensuite, on passera à la présentation de ce qu'est le CODERST par Paul Bergerard de la préfecture du Loir-et-Cher. Et ensuite, nous aurons des interventions, des retours d'expérience d'acteurs du réseau associatif, Joël Moulin d'Indre Nature et Gérard Van Host de la CEPANT, qui reviendront donc sur les CDPNAF et CODERST de leur département. Merci aux intervenants d'ailleurs d'avoir préparé leur présentation pour ce webinaire. Donc, tout d'abord, le cycle de webinaire. Donc, pour rappel, pour ceux qui n'auraient pas assisté déjà aux deux premiers numéros, en 2022, nous avons lancé un cycle de webinaires en ligne destiné à améliorer les connaissances sur la politique biodiversité, les politiques biodiversité sur les différentes échelles de notre territoire. Donc, on a eu un premier numéro en novembre 2022 qui était destiné à mieux comprendre la stratégie nationale biodiversité, donc tout l'historique jusqu'à aujourd'hui avec la stratégie nationale numéro 3. Donc vous l'avez, je vous donnerai bien évidemment le diaporama à l'issue de cette présentation pour que vous puissiez retourner sur les liens pour visionner éventuellement les précédentes sessions. Et puis, un deuxième webinaire en décembre 2022, cette fois sur l'échelon régional, avec présentation du Conseil régional et de l'Adréal Centre-Val de Loire, pour abonder sur les politiques biodiversité mises en place en région Centre-Val de Loire. Nous sommes maintenant donc à l'échelon départemental et l'idée était de faire un point sur le fonctionnement de deux instances départementales que sont la CDPNAF et le CODERST pour mieux comprendre ce que sont ces instances et qui sont les membres qui les composent et quels sont les sujets que l'on traite dans le cadre de ces instances. Donc, je vais tout de suite laisser la parole à Sandrine Reverchon-Salé, donc présidente de la CDPNAF 45. Je t'en prie, Sandrine, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous. Merci Daphné de nous avoir proposé de venir parler de cette commission devant vous tous ce soir. Donc, la commission départementale, on va parler donc de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. C'est vrai que dans notre jargon, on parle de la CDPNAF, mais c'est bien de se dire ce qu'il y a derrière ce cycle. Et en fait, il y a beaucoup de choses derrière le cycle, on va y revenir après. Alors, c'est quoi la CDPNAF? Donc, c'est une commission, comme on en a d'autres. Tout à l'heure, on va vous présenter le CODERST. C'est une commission administrative, c'est-à-dire qu'elle fait l'objet d'une composition qui est arrêtée par le préfet. On verra un peu plus tard qui est dans cette commission. Et elle est réunie sous l'égide du préfet ou de son représentant. Et dans pas mal de départements, au final, c'est la direction de la DDT qui en assure la présidence. Mais j'ai envie de dire, peu importe. En tout cas, c'est une commission qui est présidée par un représentant du préfet ou ça peut être le préfet lui-même. Dans le Loiret, on a des réunions tous les 2 mois à peu près sur une demi-journée. Et assez classiquement, comme toute commission administrative, les membres reçoivent au préalable une semaine avant un ordre du jour précis qui explique les dossiers qui vont être exposés. Et suite à la réunion, il y a transmission d'un procès-verbal de la réunion, puisque vous allez le voir après, c'est une réunion qui est une commission qui émet des avis. Voilà. Le rythme des commissions, il est variable d'un département à l'autre parce que, vous allez le voir,
vu les sujets que traite cette commission, en fait, selon le dynamisme des départements, on ne va pas avoir besoin de la réunir aussi souvent. En fait. Dans certains départements, elle peut se réunir en fait un peu moins souvent parce qu'au final, il y a moins de projets à examiner. C'est une commission qui est en place dans tous les départements de la métropole depuis 2015, voilà, et qui, depuis 2015, a déjà vu évoluer en fait ses attributions parce que le législateur, au travers des lois, est venu en fait compléter ces différentes attributions et je vais y revenir dans la diapositive qui suit. Alors, pourquoi cette commission? Alors, on va revenir un petit peu aux origines. Voilà. Ce qui a amené en fait le législateur à considérer qu'il était nécessaire d'instaurer à l'échelle départementale une commission dont les centres d'intérêt seraient la question de la consommation de l'espace et plutôt de la consommation de l'espace agricole. C'est un constat qui a été fait en 2010, qui a été repris dans la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche de 2010, qui était de dire à l'échelle France, en fait, on a une érosion en fait, de la surface agricole utile et une pression importante, notamment de l'urbanisation. Il y a un souci de son, Daphné? Oui, ça a coupé, je suis désolée, il faut que tu reprennes un tout petit peu. Du coup, je ne sais pas où j'en étais. Donc, le législateur, en 2010, a décidé en fait, de répondre à cet enjeu en fait, de perte de foncier productif agricole, constatant que la surface agricole utile à l'échelle de la France, en fait, subissait une érosion sensible du fait notamment de la pression en matière d'urbanisation. Il a été décidé donc d'instaurer au niveau de chacun des départements une commission qui s'appelait à l'époque la commission départementale de la consommation des espaces agricoles, qui avait pour objet d'émettre des avis sur les projets, que ce soit des projets ou des plans-programmes qui potentiellement pouvaient impacter le foncier agricole. Donc, ces CDCEA à l'époque ont vécu quelques années. Et la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt de 2014 est venue quelque part compléter les compétences de ces CDCEA en y ajoutant notamment le volet biodiversité. Et c'est comme ça qu'on a abouti en fait en 2015 à la constitution dans tous les départements de cette CDPENAF, c'est-à-dire la Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, c'est-à-dire au-delà des enjeux de consommation des espaces agricoles, on a demandé à cette commission de se saisir plus largement des sujets de préservation et de consommation des espaces naturels et forestiers. Voilà, donc cette CDPENAF, du coup, elle existe depuis 2015. Et depuis 2015, il y a eu au moins deux lois assez structurantes qui sont venues compléter les attributions de la commission. La loi Climat et Résilience de 2021, je vais y revenir après pour vous expliquer ce en quoi elle a complété les attributions de cette commission. Et plus récemment, tout récemment même, la loi pour le développement des énergies renouvelables. Donc, c'est une commission en fait, qui a un peu d'ancienneté, parce que 2015, au final, c'est déjà il y a 8 ans, mais dont les attributions bougent. Donc, de quoi s'occupe cette fameuse CDPENAF? Alors, parfois, je le dis sur le ton de la boutade aux membres de la CDPENAF, qui, je dois dire, dans le Loiret, sont des membres très assidus et très actifs au niveau de cette commission. Elle a quand même un périmètre qui lui est défini, voilà, réglementairement, et évidemment, elle ne fait pas tout. Voilà. Donc, elle traite de sujets qui a trait à ce qu'on appelle la planification, c'est-à-dire c'est tous les plans de type SCOT, PLU, PLUI, c'est-à-dire tous ces plans qui potentiellement, pas potentiellement d'ailleurs, mais qui traitent quelque part de l'usage en fait de l'espace, c'est-à-dire
à quels objets va servir tel ou tel espace, et qui permet aussi d'avoir du coup des bons aperçus en matière de consommation de l'espace. Et quand on parle de consommation, du coup, c'est pour des objets tels que l'urbanisation. Donc, elle traite de ces sujets de planification. Elle traite aussi des sujets relatifs aux autorisations d'urbanisme, par exemple le permis de construire, le permis d'aménager. Alors, évidemment, pas tous. La CDPENAF ne voit pas toutes les autorisations d'urbanisme d'un département. Elle serait bien incapable d'ailleurs de tous les traiter, mais elle en voit dans certains cas. Je vais y revenir après. Et puis, elle traite aussi ce qu'on appelle les études préalables de compensation collective agricole. C'est des études qui sont parfois exigées sur certains projets quand on considère qu'ils consomment au-delà d'un certain seuil le foncier agricole. Et pareil, j'y reviendrai un peu plus tard. Et plus récemment, et notamment avec la dernière loi, sur la loi d'accélération des ENR, la CDPENAF va avoir aussi un rôle à jouer sur le volet énergie renouvelable. Mais attention, la CDPENAF ne se substitue pas, par contre, à toute la gestion administrative et réglementaire, par exemple, de dossiers soumis à des autorisations, soit ICPE, soit loi sur l'eau. Elle est parfois complémentaire, mais en aucun cas, elle ne vient remplacer des réglementations qui existent par ailleurs et des instructions qui existent par ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'on demande à cette commission? On lui demande d'émettre des avis. Alors, c'est souvent des avis simples. Alors, je vous explique un petit peu justement ce que c'est cette notion d'avis simple ou d'avis conforme. La plupart des avis rendus par la CDPENAF sont des avis simples, c'est-à-dire c'est des avis qui ont un caractère indicatif. Dit autrement, la collectivité, le porteur de projet, s'ils n'ont pas envie de suivre l'avis de la CDPENAF, ben, ils n'y sont pas contraints. Voilà. À contrario d'un avis conforme qui, lui, a un caractère impératif. Les cas où la CDPENAF exprime des avis conformes, en fait, sont quasiment anecdotiques, et notamment dans un département comme le Loiret, c'est-à-dire qu'on a un tableau assez complet de l'ensemble des avis sur lesquels la commission est amenée à se prononcer. Et les cas des avis conformes, c'est des situations très exceptionnelles et au final qu'on rencontre très peu de fois. Alors, vous me direz, du coup, si c'est une commission qui rend des avis simples, est-ce que vraiment cette commission a un rôle, hein, si les porteurs de projets ou autres peuvent quelque part ne pas suivre l'avis de la CDPENAF? Au final, on se rend compte que certes, c'est des avis simples, mais c'est une commission qui est quand même relativement écoutée, dans le sens où un porteur de projet, sachant que souvent, après l'avis de la CDPENAF, il y a souvent des enquêtes publiques ou des consultations du public, n'a pas forcément envie, n'a pas intérêt d'ailleurs à aller à l'enquête publique ou à la consultation du public avec des avis qui ne lui sont pas favorables. Donc, quand on émet des avis qui sont défavorables, même s'ils sont simples, en général, ça fait plutôt bouger les lignes en matière de conception du projet. Voilà. Et puis, par ailleurs, il y a aussi possibilité pour les membres de la CDPENAF, et c'est une possibilité, en tout cas dans le Loiret, qui est utilisée, de s'autosaisir sur un certain nombre de sujets. C'est-à-dire que le législateur n'a pas forcément rendu obligatoire le fait de saisir la CDPENAF, mais il a donné cette possibilité. Et en général, en tout cas dans le Loiret, c'est comme ça, les membres de la CDPENAF saisissent ces possibilités qu'offre le législateur. Si on peut revenir, Daphné, du coup, sur la diapo d'avant, parce que du coup, là, c'était cette diapo qui visait juste à vous expliquer la différence entre avis simple et avis conforme. Donc, on émet plutôt des avis simples, souvent, voilà, dans quelques cas conformes. Et puis, selon les départements, les autres missions de la CDPENAF, et ça, pareil, c'est quelque chose qu'on a mis en place dans le Loiret, la CDPENAF peut être amenée à produire ce qu'on appelle des doctrines. Alors, une doctrine, c'est évidemment pas une loi, ça n'a pas une force de texte réglementaire, mais par contre, c'est des documents cadres qui servent un petit peu de guide et d'orientation départementale sur lesquels la commission ensuite s'appuie pour émettre ses avis, et je vais vous l'illustrer un peu plus tard. Voilà, donc là, c'est rassemblé sur une diapositive les 3 grands blocs sur lesquels la CDPENAF en fait émet ses avis. Comme je vous le disais, tous les documents d'urbanisme, que ce soit des SCOT, des PLU, des PLUI,
Et quand elle examine ces documents d'urbanisme, ce qu'elle regarde, c'est notamment tout le volet lié à la consommation de l'espace, que ce soit le foncier agricole, le foncier naturel, des parties forestières, puisque la CDPENAF, elle, c'est écrit dans son nom, hein, préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, son prisme d'analyse, c'est vraiment de regarder comment, au travers des documents d'urbanisme, la question de la consommation du foncier a-t-elle été abordée. Voilà. Autre objet sur lequel la CDPENAF émet des avis, tu peux revenir à la diapo d'avant, c'est les autorisations d'urbanisme. Donc, dans certaines situations, mais pas sur tous les permis de construire, hein, je vous le disais, la CDPENAF est saisie, notamment quand on a affaire à des communes qui n'ont pas de documents d'urbanisme ou quand on a affaire à des projets agricoles en zone agricole, la CDPENAF va être saisie sur un avis d'opportunité sur un projet qui potentiellement consomme de l'espace. Et puis le troisième objet, c'est les études préalables de compensation collective agricole. Et ça, je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Donc, les études préalables de compensation collective agricole, c'est un dispositif, en fait, qui a été instauré un petit peu en même temps que qu'a vraiment émergé cet enjeu autour de dire que le foncier agricole, c'est un foncier qui a une vocation avant tout productive, notamment pour produire de l'alimentation, et qui doit être au maximum préservé et notamment préservé de l'urbanisation. Sauf que dans certaines situations, on ne peut pas faire autrement. Il est impacté par des zones d'activité, par de l'urbanisation. Et du coup, le législateur a souhaité que dans certains cas, les porteurs de projets, OK, consomment de l'espace agricole, mais par contre doivent compenser cette consommation et doivent la compenser de façon monétaire, en fait, en finançant des projets. Ce qui fait que le cadre est le suivant. Quand vous avez un projet, par exemple une zone d'activité, qui est soumise à étude d'impact, qui consomme plus d'1 hectare de foncier, sachant que le seuil d'1 hectare c'est le seuil minimum. D'ailleurs, c'est le seuil qui a été retenu dans le Loiret. Dans certains départements, il est plutôt à 5 hectares. Et quand il y a bien une antériorité d'activité agricole, donc en gros, il faut qu'il y ait ces 3 critères cumulatifs, dans ce cas-là, le porteur de projet doit faire une étude de compensation collective agricole. Cette étude, en fait, elle va définir un montant de valeur agricole qui est perdu du fait du projet. Du coup, elle va définir le montant qu'il faut compenser et elle va pointer un projet à financer avec les crédits qui seront ainsi dégagés par le maître d'ouvrage. Alors, soit le maître d'ouvrage a en tête des projets agricoles dans le secteur qui méritent d'être financés, dans ce cas-là, il les propose à la CDPENAF, soit il ne sait pas, il n'a pas forcément d'idée, et dans ce cas-là, on peut consigner les fonds auprès de la Banque des territoires. Voilà. Donc, on a régulièrement dans le Loiret, parce que dans le Loiret, on a quand même pas mal de ZAC, pas mal de logistique, on a souvent des études de compensation collective agricole qui sont proposées à la CDPENAF pour avis. Là, je vous ai mis un exemple un peu type d'un ordre du jour assez classique que l'on retrouve. Je vous dis, nous, les commissions, c'est tous les 2 mois. Donc, voilà, les membres de la CDPENAF reçoivent donc au moins une semaine avant, si on peut faire encore mieux, on le fait, mais en tout cas, au moins une semaine avant un ordre du jour, qui est toujours construit de la même façon. On précise, bon, il y a toujours la question de l'approbation du PV qui est importante, puisque, comme je vous le disais, on trace les avis, on trace les votes. Hein. Et ensuite, on liste les projets qui sont examinés. Pour tous les projets, notamment les PLU, en gros, la plupart des projets, les porteurs de projets viennent en séance présenter leurs projets. Donc, il y a d'abord une présentation avec les porteurs de projets. Les membres posent les questions aux porteurs de projets et ensuite, les porteurs de projets se retirent et on soumet les projets au vote des membres. Voilà. Donc, vous voyez, assez classiquement, on retrouve ce genre d'ordre du jour avec un PLU, soit un nouveau PLU, soit une modification d'un PLU. Donc là, par exemple, il y en avait 2. On retrouve régulièrement, parce que du coup, dans le Loiret, on a de plus en plus de projets de parcs photovoltaïques. On retrouve souvent les projets de parcs photovoltaïques avec à la fois
Pour le coup, une autosaisine sur le permis de construire, puisque la CDPENAF du Loiret a souhaité voir tous les projets de parcs photovoltaïques, et puis souvent aussi l'étude de compensation collective agricole, parce qu'ils consomment du foncier agricole. Et puis, on termine toujours par l'examen des autorisations d'urbanisme. Voilà un petit peu l'ordre du jour type d'une CDPENAF dans le Loiret. Alors, j'aurais pu le faire un peu plus tôt dans le diaporama, mais peu importe. Quelle est la composition type de la CDPENAF? Donc, on est complètement cadré par les textes, hein, et notamment par les deux articles là, et je vous en ai remis les extraits. Vous l'avez bien dit que dans chaque département, on a une commission présidée par le préfet qui associe, on précise bien qui est associé à cette commission. Donc, évidemment, des représentants de l'État, des collectivités territoriales, des professions agricoles et forestières, des chambres d'agriculture, des organismes nationaux à vocation agricole et rurale, des propriétaires fonciers, des notaires et des associations agréées de protection de l'environnement. Donc, il faut être agréé, il faut être association agréée. Et pour vous illustrer, dans le Loiret, on a deux associations qui siègent à la CDPENAF. On a Loiret Nature Environnement et le Conservatoire des espaces naturels. Et voilà, ben oui, je vous les ai remis là, le point 14. Donc, les présidents, donc ça, c'est l'extrait pour le Loiret. Hein, donc, on a deux associations agréées désignées par le préfet. Dans le Loiret, je vous ai cité quelles associations étaient ainsi membres de la commission. Les membres sont nommés pour 6 ans renouvelables et il y a possibilité, en fait, de pouvoir, si on ne peut pas, se déplacer. Je le dis là, la plupart des commissions se font en présentiel. Alors, on a eu l'occasion de faire des commissions en visio, notamment à l'époque du Covid. Mais assez rapidement, on a été ravis quand même de refaire des commissions en présentiel. Bon, d'une part, c'est beaucoup plus interactif. Et puis, d'autre part, comme on demande aux porteurs de projets de se déplacer, c'est plus facile hein, de les voir de visu. Après, ponctuellement, quand on a des porteurs de projets qui sont un peu loin, eux, ils sont en visio, mais nous, on est toujours en présentiel. Voilà. Et de temps en temps, on fait quelques saisies par voie dématérialisée, quand par exemple, on a un ordre du jour qui est un peu maigre, on ne fait pas déplacer les gens pour traiter un dossier. Voilà. Alors après, chaque CDPENAF, moi je connais celle du Loiret, en fait, j'en connais pas d'autres pour tout vous dire. Chaque CDPENAF a un peu ses spécificités. Alors moi, je vais vous dire celle en tout cas du Loiret, mais qu'on peut peut-être retrouver dans d'autres départements. Comme je vous le disais, on a une commission qui est assez active avec des membres qui sont assez impliqués dans j'ai envie de dire, dans la vie de cette commission. Et donc, en général, quand le législateur donne des possibilités d'autosaisine, dans le Loiret, les membres de la CDPENAF s'en saisissent. Donc, la loi Climat et Résilience a donné la possibilité aux membres de la CDPENAF de s'autosaisir sur tous les documents d'urbanisme. Et donc, ça, c'est quelque chose du coup qu'ils ont souhaité. C'est-à-dire que dans le Loiret, tous les documents d'urbanisme passent devant la commission et ils en examinent l'entièreté, même si l'angle de lecture, c'est surtout le volet de consommation. Et puis, autre autosaisine, ils ont souhaité voir tous les projets de photovoltaïque au sol. Voilà. Une spécificité dans le Loiret, mais qu'on retrouve dans d'autres départements, parce que c'était aussi une possibilité qui était offerte au CDPENAF, c'était de conduire un travail d'inventaire des friches agricoles. Donc ça, c'est un travail qui d'ailleurs est en train de se finaliser et que du coup, qui aura été porté par la CDPENAF du Loiret. Et une autre spécificité, c'est qu'assez tôt, dès 2019, la CDPENAF du Loiret s'est dotée d'une doctrine sur le photovoltaïque au sol, doctrine qu'elle a revue l'année dernière, parce qu'on voit bien qu'on a maintenant de plus en plus de projets qui arrivent et qu'il était nécessaire de préciser les éléments de notre doctrine. Et du coup, là, je vous ai fait une capture d'écran juste pour faire un peu de teasing sur ce document qui est la doctrine du Loiret, que vous pouvez retrouver sur le site internet loiret.gouv.fr. Voilà. Et cette doctrine est vraiment le fruit d'un travail conduit avec les membres de la commission. Voilà. Voilà, Daphné, je suis arrivée au bout de cette présentation. Parfait. Merci beaucoup, Sandrine. Je vais arrêter mon partage d'écran pour qu'on puisse éventuellement se voir pendant la phase de questions. Alors, nous avons des questions dans le fil de discussion. J'en profite pour accueillir mon bénévole référent du réseau biodiversité. Il m'a envoyé un petit message pour me dire qu'il était là. Et Samuel, tu es là.
Oui, Samuel, je suis là. Bonjour à tous, et je m'excuse pour mon arrivée juste à temps, donc j'ai pas pu faire la présentation, et juste pour remercier la belle participation, on est un beau groupe, et puis voilà, donc chouette qu'il y ait des beaux échanges sur le sujet, et puis bienvenue aussi aux intervenants. Merci Samuel. Donc, je vais prendre les questions qu'il y a dans le chat. Donc, une première question, est-ce que les PV sont des pièces administratives et donc que les citoyens et citoyennes peuvent demander? Et dans ce cas, est-ce que les votes et avis doivent être inscrits nominativement? Alors, les PV, oui, sont des pièces administratives qui peuvent être demandées notamment dans le cas de recours. Par contre, les votes ne sont pas nominatifs. C'est-à-dire ce qu'on retrace bien dans le PV, c'est qu'il y a X personnes présentes, X votants, il y a X avis défavorables, X avis favorables et X abstentions. Voilà comment c'est tracé. D'accord. Mais il n'y a pas de nom dans le PV, monsieur un tel est contre, monsieur un tel est pour, madame un tel est... Voilà. Très bien. Une autre question, y a-t-il des critères précis qui définissent la nécessité d'un avis conforme et qui a autorité sur la décision de mobiliser un tel avis? Oui, oui. Alors, c'est complètement cadré. C'est vrai que je ne me suis pas repris là sous la main. En fait, on retrouve dans je pourrais vous le diffuser, mais on retrouve dans les textes en fait, qui ont accompagné la mise en place de ces commissions, en fait, sous forme de tableaux, les situations dans lesquelles les avis conformes sont requis, qui sont vraiment des situations très, très exceptionnelles, mais qu'on trouve quasiment jamais, par exemple, dans un département comme le Loiret, qui porte plutôt sur des cas de permis de construire. Alors, si je ne dis pas de bêtises, je crois bien, notamment des situations de permis de construire en zone AOP, des choses comme ça, vous voyez. Mais c'est tellement rarissime qu'en fait, on les pratique très, très peu, quoi. Mais en fait, ce n'est pas nous qui décidons, ça c'est de l'avis conforme, ça c'est de l'avis simple. Tout ça, c'est complètement cadré par les textes réglementaires. Et nous, ensuite, on vérifie dans quelle case on inscrit notre avis. Voilà. Ce n'est pas nous qui décidons subitement que l'avis doit être conforme. D'accord, très bien. Une autre question. Comme vous n'êtes pas sollicité pour tous les projets, qu'est-ce qui déclenche que vous êtes saisi ou pas? Peut-on faire un recours pour que vous soyez saisi? Non, en fait, les porteurs de projets, ils savent dans quelle situation, en fait, ils doivent passer devant la CDPENAF. Parce que quand vous préparez un PLU, par exemple, la préparation d'un PLU, elle est complètement guidée avec différentes étapes. Et l'étape de passage devant la CDPENAF, c'est inscrit dans les textes. Donc, les porteurs de projets, en fait, ils savent qu'ils doivent passer devant la CDPENAF. Alors, vous me direz, il peut toujours y avoir des gens à qui ça échappe. En fait, pas tant que ça, hein. C'est-à-dire que c'est relativement bien connu. Et comme on est quand même soumis à de plus en plus de pression en matière de contentieux, les porteurs de projets font quand même très attention à ce que la procédure administrative soit parfaitement déroulée. Donc là-dessus, s'il n'y a pas de difficulté particulière, la commission, elle est connue, les gens, ils savent nous trouver. D'accord, très bien. J'ai une main levée de Sabrina Amadi. Est-ce que c'est pour rebondir sur ce que vient de dire Sandrine Reverchon ou c'est pour... Oui, s'il vous plaît. Merci du coup pour la présentation. Non, moi, j'avais une petite question par rapport à ce que vous venez de dire. J'ai un cas très précis là en tête. J'ai le cas où effectivement, en gros, il y a un projet dans une forêt dans mon département. Et en fait, donc c'était une zone forestière. On a modifié là le PLU et on l'a mis en zone ENR. Du coup, est-ce que là, vous êtes saisi ou pas? Si on a modifié ce genre de choses en zone ENR, parce que là, du coup, on est en zone ENR et plus en zone forestière. Est-ce que là, dans ce cadre-là, vous pouvez être saisi ou pas? Alors ça, c'est une modif de plus, je pense. Il doit y avoir une déclaration valant mise en compatibilité du PLU, je pense. Oui, ça doit être ça, ouais, je pense. Alors, je vais être honnête, je viens de prendre l'enquête publique. Comment ça alors? Comme le droit de l'urbanisme est quand même particulièrement, on va dire, pointu, je vais pas vous donner une réponse parce que si je n'ai pas tous les éléments, j'ai peur de faire une erreur dans ma réponse. En tout cas, vu comme ça dans le Loiret, moi j'aurais plutôt tendance à dire que c'est un dossier qu'on verrait nous en CDPENAF, mais il faudrait vraiment que j'ai tous les éléments pour vous éclairer sur est-ce que nous dans le Loiret on le verrait en CDPENAF parce que les membres
se sont autosaisis en fait et souhaitent voir un certain nombre de projets, voilà, parce que le législateur permet de les passer en CDPNAF sans toutefois en faire une obligation, ou est-ce que le cas que vous me citez là en fait passerait automatiquement en CDPNAF? Il faudrait vraiment que j'ai beaucoup plus d'éléments, c'est-à-dire sur les zonages, parce qu'en matière d'urbanisme, c'est un peu d'une complexité assez impressionnante. Et voilà. J'ai plutôt tendance à dire oui, mais il faudrait que j'ai plus d'éléments, vous voyez, pour vous. D'accord, ok, ça marche, merci. Je vais poursuivre. Je vais prendre une autre question dans le déroulé et après je reprends la main levée qui est là. Est-ce que l'agri-photovoltaïsme est considéré comme utilisation de foncier? Alors, comment vous dire ça? L'agrivoltaïsme, en fait, ce n'est pas tant la question de l'utilisation de foncier. Par contre, c'est la question de dire, pour justifier de l'agrivoltaïsme, alors jusqu'à la loi d'accélération des ENR, là, qui est toute récente, on n'avait pas vraiment de définition de l'agrivoltaïsme. La loi d'accélération des ENR est venue préciser en fait la notion d'agrivoltaïsme. Alors certains pourraient dire que ce n'est pas encore suffisant, mais qui n'empêche qu'elle précise cette notion en indiquant qu'il faut qu'il y ait un bénéfice. Il faut évidemment qu'il y ait maintien d'une activité agricole à l'échelle de la parcelle, du parc, et il faut qu'il y ait un bénéfice en fait pour la production agricole. C'est-à-dire qu'il faut montrer que la production de panneaux et la production agricole sont parfaitement intégrées et qu'il y a un bénéfice pour la production agricole. Voilà. Donc, ce n'est pas tant qu'en fait, c'est une histoire de consommation de foncier. C'est bien pour ça que dans le Loiret, d'ailleurs, on a travaillé une doctrine et on a essayé de définir via des critères très précis ce que c'est l'agrivoltaïsme. C'est-à-dire qu'il faut vraiment pouvoir justifier qu'à l'échelle de la parcelle, il y a un gain pour l'activité agricole. Voilà. D'accord. Je me permets de rebondir sur la doctrine. Il y a une question en rapport sur la discussion. Quelle est la prescriptivité possible d'une doctrine une fois établie? Voilà, première question. Elle n'en a pas en fait. C'est-à-dire que, comme je vous le disais, la doctrine, elle n'a pas force de texte, elle n'a pas force de loi, mais mine de rien, certains diraient, bah, du coup, ça ne sert à rien. Franchement, je ne sais pas pourquoi vous vous embêtez à faire ça. Mine de rien, elle donne un cadre. Et comme ce cadre est quand même partagé au sein d'une commission où on a quand même des acteurs d'horizons très variés, nous, on le voit bien au travers des porteurs d'ENR, même si parfois ce qu'on a pu écrire dans la doctrine, j'ai envie de dire, ça ne va pas forcément toujours dans leur sens, qui n'empêche qu'ils essayent quand même de s'y tenir. Alors, je ne dis pas que si vraiment ils ont envie de passer outre, ils peuvent toujours passer outre, parce qu'évidemment, elle n'est pas prescriptive. Mais ça constitue quand même un bon cadre à l'échelle départementale pour réguler les projets. D'accord. Je me permets de donner la parole à Samuel, puisque la question vient de lui. Si tu voulais une précision, Samuel? Oui, juste la doctrine, officiellement, qui l'émet? C'est la commission, le CDPNAF, ou est-ce que ça devient une doctrine de la préfecture? Non, c'est la commission qui l'a travaillé. Et ensuite, par contre, nous, en tout cas, service de l'État, ça nous sert de guide, en fait. Hein. Très bien. Alors, on ne s'est pas encore retrouvé, parce qu'on n'a pas encore, même si les projets arrivent, et de plus en plus d'ailleurs, on ne s'est pas encore retrouvé dans une situation où un projet serait refusé au motif où il est complètement orthogonal avec la doctrine. Vous voyez, on n'a pas encore eu ce genre de situation à gérer. Mais en tout cas, pour les services de l'État, ça constitue un guide. Voilà. On va prendre une dernière question. Philippe, si vous voulez ouvrir votre micro. Oui, il est ouvert, je crois. C'est bon? Parfait. Ça sera complémentaire avec ce qui vient d'être dit. J'ai deux remarques plus que des questions, mais qui peuvent poser question quand même. Donc, sur la question de la doctrine, donc moi, je siège à la CDPNAF dans le Cher. Et il y a également ce que je vais considérer comme une doctrine, c'est-à-dire en fait une charte qui a été établie avec un certain nombre de partenaires, qui reprend, je pense, grosso modo, ce que j'ai vu de votre doctrine du Loiret. Et est-ce que, enfin, ma question, c'est est-ce que cette doctrine n'est pas un peu aujourd'hui fragilisée par la loi sur les ENR, notamment, et dans le Cher, on a déjà refusé des projets au vu de la doctrine. Mais du coup, est-ce que le refus de ces projets n'est pas lui aussi fragile juridiquement dans le cas d'un recours par les porteurs de projets?
Et puis, mon autre interrogation, elle est sur l'agrivoltaïsme, qui est en train de venir aujourd'hui dans tous les projets d'ENR notamment, hein, de parcs photovoltaïques au sol. On en a plusieurs à Châtel-CDPNAF dans le Cher. D'ailleurs, vous devriez dire à vos collègues du Cher que tous les 2 mois, ce serait bien, parce que nous, on se réunit tous les mois, et parfois très longuement. Mais en tout cas, voilà, cette question de l'agrivoltaïsme, moi, m'interroge parce que les critères pour rendre un projet agrivoltaïque me semblent assez faibles, je dirais. Hein, c'est-à-dire que le simple fait d'avoir, par exemple, des panneaux, on va considérer que ces panneaux apportent de l'ombre aux animaux et donc ils améliorent le bien-être animal. Donc, quelque part, c'est un critère qui fait rentrer le projet, en tout cas du point de vue de la loi, comme projet agrivoltaïque. Donc, ça me semble quand même un peu compliqué. Donc, voilà, je voulais avoir aussi votre retour et puis le retour aussi d'autres personnes, éventuellement, dans d'autres CDPNAF de la région. Merci. Oui, alors par rapport au recours, évidemment que quand on motive un refus, notamment sur la base de la doctrine, et que le porteur de projet n'est pas content et que du coup, il nous amène au contentieux, évidemment que c'est pas, enfin voilà, il va falloir argumenter pas mal devant le juge pour lui expliquer en quoi c'était important de suivre la doctrine, etc. Aujourd'hui, comme on n'a pas beaucoup de recul, on n'a pas de jurisprudence, on n'est pas en capacité de... Mais c'est sûr que ce n'est pas aussi robuste que quand on s'appuie sur un texte réglementaire, puisque la doctrine, évidemment, elle n'a pas porté de texte réglementaire. Mais il faut voir d'ailleurs, on s'en rendra compte que, j'ai envie de dire, avec l'expérience. Hein. Sur l'agrivoltaïsme, justement, nous, dans le Loiret, là, quand je vous disais qu'on avait revu la doctrine en 2022, c'est bien pour étayer les critères d'agrivoltaïsme, pour justement pas se retrouver dans la situation où, sous prétexte qu'on a des panneaux, qu'on met des moutons dessous et que du coup, ils sont à l'ombre et qu'ils se portent mieux à l'ombre, on considère que c'est de l'agrivoltaïsme. Nous, on a étayé notre doctrine de tout un tas de critères, y compris technico-économiques agricoles, pour bien creuser l'ensemble des aspects du projet et bien vérifier du gain attendu à la parcelle. C'est-à-dire que les questions, parce qu'effectivement, vous avez raison, on nous ressort assez facilement, mais ça fait de l'ombre, du coup les animaux se portent mieux, ou je ne sais pas quoi pour la pousse de l'herbe, enfin bon bref, mais ça pour nous, ça ne suffit pas, quoi. Après, ce qu'il faut bien voir, dans le Loiret, contrairement au Cher, comme on a quand même un département qui a moins une vocation, une orientation élevage que le Cher, on est moins en prise en fait avec. C'est plus compliqué dans le Loiret de porter des projets agrivoltaïques parce que voilà, c'est moins un département à vocation d'élevage, c'est moins. Enfin, vous voyez. Mais on a quand même des projets qui se revendiquent agrivoltaïques avec d'autres choses que de l'élevage, hein, des petits fruits, des. Donc c'est vraiment l'annexe 4 de notre doctrine qui a visé un peu à filtrer tout un tas de critères et on demande aux porteurs de projets de remplir cette annexe. Après, pour moi, la doctrine, en fait, au contraire, elle a le mérite d'exister et on est bien content de la voir. Et la loi d'accélération sur les ENR, en fait, ce n'est pas trop gênant. C'est-à-dire que la loi d'accélération sur les ENR, bon, elle va vivre sa vie. La Chambre d'agriculture doit produire un document cadre, justement, en fait, tout un tas. Et le temps que tout ça se mette en place, au final, nous, dans le Loiret, on est quand même bien contents d'avoir la doctrine parce que ça permet quand même d'assurer cette régulation entre les projets dans l'attente que se mettent en place les différentes dispositions de la loi d'accélération des ENR. Voilà. Je ne vois pas d'antagonisme, en fait, voilà, dit autrement. Merci beaucoup Sandrine. Je vais me permettre d'arrêter là le temps de questions. On a pris un peu de retard. Si on arrive à rattraper ce retard, et il y aura d'autres temps de questions, donc potentiellement on pourra compléter les échanges, notamment lors des retours d'expérience des associations dans les différentes instances. Donc merci beaucoup Sandrine pour cette présentation et la réponse aux questions. Et je vais maintenant reprendre mon partage d'écran et on va passer la parole à Paul Bergerard de la préfecture du Loir-et-Cher pour parler donc du PODERST. S'il vous plaît, Paul, si vous pouvez rallumer votre micro. C'est bon, normalement c'est fait. Vous m'entendez? Oui, on vous entend.
Bon, d'abord, bonjour à toutes et à tous, et puis merci de votre invitation. Je vais tenter d'y répondre au mieux. Qu'est-ce que c'est d'abord que le CODERST? Eh bien, c'est toujours développer les acronymes, puisque ça permet d'y voir un peu plus clair. Donc, c'est le Conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques. C'est une instance relativement récente, puisqu'elle a été créée en 2006. C'est quelque chose qui est très, comment dirais-je, très réglementé par le Code de la santé publique, et non pas le Code de l'environnement, comme on pourrait le croire dans un premier temps. C'est une instance qui n'est pas décisionnelle, elle est simplement consultative, mais quand je dis simplement, ce n'est pas pour diminuer son rôle. Vous allez voir plus tard que son rôle est très important dans les décisions finales prises par le préfet. C'est une commission qui est obligatoirement créée dans chaque département. Donc elle est départementale et elle est paritaire par sa composition. Donc sur la diapositive suivante, on verra que si c'est quand même quelque chose de relativement récent, c'est simplement que le conseil est l'héritier, en quelque sorte, des conseils départementaux d'hygiène qui ont été instaurés au tout début du 19e siècle à Paris, tout d'abord, puis étendus dans toute la France au milieu du 19e, suite à la Révolution de 1848, donc sous la Seconde République. Il y a donc un décret qui a généralisé les conseils départementaux d'hygiène dans toute la France. La nécessité de ces conseils départementaux étant apparue de manière très violente, entre guillemets, lors de la crise sanitaire qui a été celle de l'épidémie de choléra en 1832. Donc là, le but de cet organisme était d'examiner tout ce qui avait trait en fait à la santé et à la salubrité publique, et notamment, donc, comme je viens de le dire, de prévenir et de lutter contre les épidémies possibles, mais aussi contre toutes les pollutions possibles et imaginables que pouvait induire comment dire, la révolution industrielle, en fait, qui commençait à s'installer. Donc, pollution de l'air, pollution de l'eau. Plus, évidemment, la création d'énormément de déchets dont on ne savait pas quoi faire à l'époque et qu'on entreposait à droite à gauche sans grande précaution. Donc, il était apparu au pouvoir public qu'il était nécessaire d'instaurer dans les départements ce genre d'instance qui permettait donc d'essayer de contrôler un peu tout cela. Il faut savoir d'ailleurs, c'est une particularité intéressante, que ces conseils départementaux étaient non seulement institués dans les préfectures, mais aussi dans les sous-préfectures. Et bon, les moyens de communication ayant évolué, on a pu recentraliser ces fameux conseils en préfecture. Donc à partir de 2006, un décret a créé les CODERST, mais qui finalement reprennent en gros comment dirais-je, le domaine d'activité de ces conseils départementaux. Donc quels sont les objectifs que traitent les CODERST actuellement? C'est essentiellement, donc, enfin, pour ma part en tout cas, ici dans le Loir-et-Cher, on examine essentiellement donc, des projets d'installations classées pour la protection de l'environnement. Alors, il est intéressant quand même de préciser que tous les projets d'ICPE ne passent pas en CODERST. Il y a certaines catégories qui passent obligatoirement, celles qui sont soumises notamment à enregistrement avec des prescriptions particulières. Après, pour les autres dossiers, à enregistrement sans prescription particulière ou à autorisation, c'est au préfet de choisir quels sont les dossiers, quels sont les projets d'arrêté qui vont passer en séance. Alors, la personne qui a présenté la CDPENAF avant parlait de doctrine locale. Là, c'est un peu le cas aussi. Chaque préfet, en accord avec les services, mais aussi après discussion souvent avec les membres du CODERST, essaie de se mettre d'accord sur les différentes catégories de projets qui vont passer pour avis en CODERST. Par contre, il y a d'autres domaines dans lesquels il n'y a pas de latitude possible d'appréciation pour savoir si les dossiers vont être présentés ou non au CODERST. Il s'agit de toutes les autres catégories. Donc les forages qui sont destinés à l'alimentation humaine en eau potable. On a aussi toutes les autorisations IOTA qui notamment concernent les opérations réalisées sur les cours d'eau,
comme les passes à poissons, l'effacement de certains barrages, le recalibrage et la restauration du lit des rivières. Une curiosité, toutes les chambres funéraires passent donc en CODERST pour avis, c'est systématique, ainsi que les arrêtés qui permettent de réglementer les usages de l'eau dans le domaine agricole. En général, ces arrêtés sont pris au mois d'avril, au mois de mai, pour justement pouvoir réglementer les campagnes d'irrigation à venir. Et puis, également une catégorie assez particulière que constitue donc l'examen des logements insalubres. Alors, en Loir-et-Cher, nous en avons relativement peu, mais il faut savoir que c'est le seul cas où l'avis du CODERST sera un avis conforme, ce qui signifie que le préfet devra donc se plier à l'avis qui sera rendu par le CODERST dans ce domaine. En revanche, dans les autres cas, ce sont des avis simples. Donc le préfet tient compte ou ne tient pas compte de l'avis du CODERST. Alors je précise tout de suite que la plupart du temps, il en tient compte, parce que c'est un élément important pour plusieurs raisons. D'une part, parce que si on veut qu'un CODERST vive et qu'il soit le théâtre de discussions enrichissantes, de débats qui soient constructifs, ça serait un peu contre-productif que le préfet ne tienne jamais compte des avis du CODERST. Donc ça, c'est simplement de la bonne politique, d'une part. Si on veut que ça fonctionne bien, il faut faire comme ça. Et ce serait vider de son sens l'existence même du CODERST que de ne pas tenir compte de ses avis, d'une part. Et d'autre part, là c'est un peu plus intéressé, c'est que lors de contentieux, il est toujours intéressant aussi de pouvoir se prévaloir d'un avis favorable du CODERST, et que quand l'avis est franchement défavorable, ça amène nécessairement le préfet à réfléchir à la manière dont il va, comment dirais-je, mener la suite de la procédure. Voilà. Donc ça, on en reparlera si vous le souhaitez, mais il y a tout à fait des latitudes comment dirais-je, de décision, de la façon dont on va tenir compte finalement de l'avis du CODERST ou pas, d'où l'intérêt aussi que les séances de CODERST se passent le mieux possible, c'est-à-dire de manière la plus ouverte possible, avec le maximum d'échanges et la participation de tous les acteurs de manière la plus ouverte qui soit. Donc, on va revenir à des choses plus pratiques. Donc, c'est la composition type du CODERST. Alors là, c'est pareil, c'est très encadré. C'est le décret de 2006 qui va fixer cette composition. Donc, on a 25 membres au total. 26 si on compte le préfet, mais dans la mesure où il préside et la façon dont le texte est rédigé, il n'est pas vraiment membre du CODERST en réalité, il ne fait que le présider. Il y a donc vraiment 25 membres. Donc il y a 7 représentants des services de l'État, en fait 6 plus le directeur général de l'ARS. Le texte fait cette distinction. On a 5 représentants de collectivités territoriales, donc en fait on a 2 représentants du conseil départemental et 3 maires. Nous avons 9 personnes qui sont compétentes dans les domaines qui sont traités par le Conseil. Donc là, donc il faut que ce soit réparti en 3 catégories équilibrées. On a 3 représentants d'associations de consommateurs agréés, 3 représentants d'associations de protection de l'environnement agréés et 3 représentants de professionnels qui ont leur activité dans les domaines qui sont traités par le CODERST. Par exemple, ici en Loir-et-Cher, nous avons la Chambre d'agriculture, la Chambre des métiers et de l'artisanat, et ainsi que la Chambre du commerce et de l'industrie. Et enfin, nous avons 4 personnes qualifiées, dont un médecin, ça c'est obligatoire. Et en Loir-et-Cher, nous avons un hydrogéologue, une ingénieure en génie de l'eau et un représentant de la Socotec. Voilà. Alors, de quelle manière ces personnes-là sont-elles désignées? En fait, le préfet consulte les organismes auxquels appartiennent ces personnes qui sont finalement les représentants. Et après consultation de ces personnes, donc de ces associations par exemple, ou de ces organismes, donc les organismes vont faire des propositions et le préfet accepte les personnes qui sont désignées entre guillemets par les structures en question. Donc typiquement, on va consulter le conseil départemental, l'association des maires et l'association des maires ruraux, ainsi que les associations de protection de l'environnement, les associations de consommateurs, etc. Dans le Loir-et-Cher, il n'y a pas vraiment de particularité propre au département. C'est un département de taille moyenne avec une prédominance quand même agricole assez forte.
les textes encadrent très étroitement la manière dont est composé le CODERST et la manière dont il fonctionne. Donc, il n'y a pas vraiment de particularisme local. Comment se déroule une séance du CODERST? C'est un peu comme dans toutes les autres commissions. Hein. On s'assure d'abord du quorum. Ça, c'est la chose élémentaire à faire. Et puis après, on examine, enfin, on propose l'adoption du compte-rendu de la séance précédente. Puis on examine un par un les dossiers qui sont inscrits à l'ordre du jour. Donc, chaque examen de dossier se déroule de la manière suivante. Le service instructeur fait son rapport aux membres du CODERST. L'exploitant ou le pétitionnaire qui est présent peut compléter la présentation du rapporteur. Et ensuite, les membres du CODERST posent leurs questions, aussi bien au service qui a instruit le dossier qu'à l'exploitant qui est présent. Une fois que les questions ont été posées et les réponses apportées, la plupart du temps, on fait sortir l'exploitant et il y a une deuxième phase de débat en l'absence de l'exploitant, mais en présence du service instructeur. Ce qui permet parfois d'avoir des réponses complémentaires ou de pouvoir développer certains points qu'on ne pouvait pas forcément développer en présence de l'exploitant. Puis, une fois cette phase terminée, eh bien, on fait voter les membres du CODERST. Voilà, tout simplement. Voilà, donc en gros, comment ça se passe. J'ai été un peu rapide, hein, je suis désolé, mais en tout cas, je suis prêt à répondre à vos questions. Très bien, merci Paul. Je vais maintenant arrêter le partage justement pour permettre ce temps de questions. Alors, je vois que dans le fil de discussion... Alors, c'est quelqu'un qui nous a quittés entre-temps. Est-ce qu'il y a des questions pour le CODERST dans l'assistance? On n'a pas eu de message dans le fil de discussion. Oui, allez-y Martine. Oui, je voudrais savoir, est-ce que vous statuez uniquement pour tout ce qui est du domaine public ou est-ce que un propriétaire fait des choses chez lui, enfin voilà, mais il peut faire ce qu'il veut, il ne demande pas d'avis? Je demande ça par rapport notamment pas aux bassines, aux piscines, ou je ne sais pas quoi, mais aux retenues d'eau là qui sont en train de se faire. Bon, donc ça prend sur les nappes et comme c'est sur une propriété personnelle, est-ce que la personne est faite ou est-ce qu'elle doit passer par un rouage de demande d'autorisation puisque c'est sa parcelle, mais l'eau, c'est l'eau de la nappe. Donc, est-ce que ça ne devrait pas passer par vous pour avoir une autorisation? Alors, tout prélèvement sur la nappe, de toute façon, est soumis à autorisation, d'une manière ou d'une autre. Et vous ne pouvez pas prélever sur une nappe sans autorisation préalable, même si vous êtes chez vous. Et c'est l'autorisation de qui? Donc, ça sera une autorisation du préfet et elle sera examinée en CODERST. Ça sera soumis à un historique, ça sera en fait une autorisation IOTA, installation, ouvrage, travaux et aménagement, je crois, sur tout ce qui est milieu aquatique. Donc, par exemple, un forage agricole qui pourrait alimenter une bassine, par exemple, devra faire l'objet d'une instruction auprès de la DDT, qui, en fonction des seuils qui sont déterminés par la nomenclature, loi sur l'eau ou IOTA, comme vous préférez, sera présentée ou ne sera pas présentée en CODERST. Mais de toute façon, au bout du compte, il y aura une autorisation préfectorale. Et comme les permis de construire, ça doit être affiché, ou comment on sait que la procédure a été respectée? Alors, il peut y avoir effectivement des personnes indélicates qui ne savent pas ce qu'il faut faire, qui vont faire des forages de manière un peu sauvage. Mais, comment dire, ça finit toujours par se savoir. Et d'une manière ou d'une autre, soit il y aura des poursuites pénales, le cas échéant, soit il y aura une demande de régularisation quand c'est possible. Et ça, c'est au service de la DDT ou aux élus aussi de veiller à ce que ces choses-là n'arrivent pas. Là, je ne peux pas vous en dire tellement plus, c'est un peu en dehors du périmètre du CODERST et des ICPE que je traite plus particulièrement. Très bien. Une autre question dans la discussion. Pour un enregistrement ICPE, oui. Quelles sont les prescriptions qui imposent qu'un dossier passe pour avis en CODERST avant
que la DDPP autorise un enregistrement? Alors en fait, le critère est extrêmement simple. En enregistrement, soit l'installation respecte strictement les arrêtés ministériels qui vont réglementer l'activité en question, auquel cas c'est ce qu'on appelle un enregistrement sec. Et là, on ne passe pas en Coderst, parce que c'est extrêmement carré. Les arrêtés définissent de manière extrêmement précise l'activité, et il n'y a pas de nécessité d'examen en Coderst. En revanche, dès lors que l'activité va déroger d'une manière ou d'une autre, ou on va lui rajouter des prescriptions supplémentaires, là, il y aura systématiquement un passage en Coderst pour examiner justement le fait que l'on déroge ou que l'on ajoute des contraintes supplémentaires à l'activité par rapport aux arrêtés ministériels qui réglementent cette activité. Très bien, merci. Une autre question, est-ce qu'une association peut faire une demande de mise à l'ordre du jour? Alors, normalement, non. C'est là que c'est un petit peu effectivement rigide. C'est que, en fait, l'ordre du jour est déterminé par l'instruction. Il faut bien avoir à l'esprit, parce que, excusez-moi, je n'ai peut-être pas été clair au départ, mais ce qui est présenté en fait en Coderst pour avis, c'est des projets d'arrêté en réalité. D'accord? Donc, ce sont des projets d'arrêté résultant d'une instruction. Donc, les personnes qui vont saisir le secrétariat du Coderst, ce seront les services instructeurs. Donc, que ce soit la DREAL, la DDT, l'ARS et d'autres services encore. Voilà. Donc, c'est à eux de voir si tel ou tel projet qui sont en instruction doit passer ou pas pour avis en Coderst, selon les règles qui sont édictées par le Code de l'environnement la plupart du temps. Très bien, merci pour cette précision. Je vous en prie. Une autre question, la règle des 2 phases de discussion est-elle obligatoire ou dérogeable selon les départements? Alors non, nous on a institué ça, c'est un peu ça, par contre c'est vrai que c'est une pratique plutôt locale. En fait, en général, la discussion a lieu en une seule fois, en présence de l'exploitant. Mais on s'est rendu compte, on a eu quelques incidents, en fait. C'est des résultats de la pratique. On a eu quelques incidents où on a vu des exploitants qui ont failli en venir aux mains avec certains membres du Coderst. Les discussions étaient un peu trop vives. Donc, on s'est mis d'accord et on s'est dit que c'était peut-être plus facile pour tout le monde, finalement, d'évacuer certaines parties de la discussion et de faire un deuxième débat complémentaire, si vous voulez, à l'usage propre des membres du Coderst. Voilà, ça évite quelques problèmes. Mais je sais que dans beaucoup de départements, il n'y a pas cette deuxième phase de discussion. D'accord, merci. Samuel, tu as levé la main? Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, brièvement. C'était pour rebondir sur ce que soulevait Martine, mais du coup, ça a été en partie répondu par le fait que ce qui passe en Coderst, c'est ce qui est soumis finalement à ce qui fait l'objet d'un possible arrêté. Oui. Mais concernant les retenues ou les bassines, il y a eu une réponse concernant ce qui impactait les nappes, mais via de forage. Mais j'imagine que Martine suggérait aussi des bassines qui sont simplement du prélèvement on va dire, d'eau de pluie, mais pour lequel il n'y a pas, donc il y a un impact possiblement sur les nappes parce qu'il n'y a pas d'imprégnation, mais ce n'est pas une opération de forage proprement dit. Voilà, donc dans ce cas-là, est-ce qu'il y a certains dossiers à partir d'un certain niveau qui passent en Coderst, ou est-ce que finalement il y a une grande latitude pour, on va dire, des bassins de faible dimension de la part voilà, s'il y a une volonté du propriétaire d'en faire un? D'accord. Alors là, je suis désolé, je ne vais pas pouvoir vous répondre parce que ce n'est pas ma spécialité particulièrement. Toujours est-il que je n'en ai jamais vu ici de dossier de ce genre en 8 années. En revanche, je reprécise bien que tout ce qui sera un prélèvement direct, soit en eau superficielle, soit en nappe, fait toujours l'objet d'une autorisation. En revanche, pour la collecte des eaux de pluie, à grande échelle, je ne sais pas comment ça fonctionne. Là, pour être très honnête, et pour éviter de vous répondre une bêtise, je préfère vous dire que je ne sais pas. Très bien, merci. Et une dernière question dans le fil des discussions. Dans le domaine de l'eau, quel est le degré d'écoute et de suivi de l'avis d'un hydrogéologue? Alors, l'hydrogéologue que nous avons est un hydrogéologue extrêmement actif et qui a toujours beaucoup participé au débat.
Et en général, bon, comme il argumente extrêmement bien, c'est quelqu'un qui est très écouté. Il est très écouté. Il faut savoir qu'en plus, il est appuyé par la représentante de la Fédération départementale de pêche, qui, en gros, partage les mêmes préoccupations que l'hydrogéologue. Et nous avons aussi une ingénieure du génie de l'eau. Donc, on a là un trio très, très actif pour tout ce qui est protection du milieu aquatique de manière générale et des ressources en eau. Et c'est vrai que c'est... Bon, et de toute façon, l'actualité leur donne raison. Ce sont des éléments qui sont vraiment pris en compte par le préfet. Après, tout dépend évidemment aussi de la façon dont les individus votent aussi lorsqu'on leur pose la question de savoir s'ils sont pour ou contre un projet donné. Mais il se peut que le débat permette d'amender un projet d'arrêté. C'est à ça que ça sert aussi. Donc, il arrive, pas si rarement que ça, que des dispositions des projets d'arrêté évoluent suite à l'intervention de certains membres du CODERST. Voilà. Très bien, merci. Je vois qu'on a épuisé les questions dans le fil de discussion. Est-ce que quelqu'un souhaiterait lever la main à nouveau? Il nous reste 2 petites minutes. Ou sinon, on passe au retour d'expérience. Je ne vois pas de main levée. Donc, merci beaucoup, Paul, pour cette présentation et les réponses aux questions. Et donc, je vais relancer mon partage d'écran pour passer à la suite de notre webinaire. Cette dernière partie était surtout pour vous présenter l'action du réseau France Nature Environnement Centre Val-de-Loire et donc de ses associations sur le terrain. Avant de passer la parole à nos collègues en local, je voulais vous faire un bref descriptif, si ça fonctionne, oui, un bref descriptif de notre réseau. Donc, France Nature Environnement Centre Val-de-Loire est une fédération régionale de 16 associations de protection de la nature et de l'environnement dispatchées partout sur les 6 départements de la région. On est fédéré à une association nationale qui s'appelle France Nature Environnement. Nous avons été créés en 1980. Nous sommes basés à Orléans. Il y a 5 salariés qui travaillent dans la structure, accompagnés d'une trentaine de bénévoles actifs. Nous coordonnons des actions régionales, donc des projets de sensibilisation, de formation, principalement sur 4 thématiques que sont l'eau, le climat, la sobriété énergétique et la biodiversité. Et grâce à l'ensemble de nos associations fédérées, nous cumulons un total d'à peu près 4500 bénévoles sur l'ensemble de la région. Maintenant que je vous ai dressé... Oui, juste un petit mot. Et évidemment, donc, un certain nombre d'associations ont des agréments de protection de la nature et de l'environnement qui nous donnent la légitimité pour siéger dans les instances qu'on présente aujourd'hui. Merci Samuel. Donc, je vais maintenant passer la parole à Joël Moulin, donc, qui est le représentant d'Indre Nature à la CDPENAF de l'Indre et qui va donc nous faire part de son retour d'expérience sur sa participation. Oui, bonjour tout le monde. Je siège pour Indre Nature donc en CDPENAF de l'Indre depuis 2 ans. Je suis également jeune retraité. Mais dans mon passé professionnel, j'ai travaillé, disons, à la prise en compte d'une manière, avec des approches scientifiques, d'une manière à prendre en compte disons, les fonctions écosystémiques des sols. Et j'aurai l'occasion d'y revenir là, mais quand je prends une décision, entre autres, je m'appuie sur un certain nombre de critères que, disons, que j'ai eu l'occasion de développer dans le cadre de projets de recherche, en particulier des appels à projets européens, et puis un projet, je pense que des services de l'administration commencent à connaître, qui est le projet MUSE, qui a été financé en grande partie par l'ADEME. Donc, du coup, moi, en dehors du fait des sujets qui ont été abordés, disons, ce en quoi la CDPENAF se positionne, donc dans l'Indre, ça ne vous échappera pas que c'est essentiellement des projets de nature de photovoltaïque au sol, des PLU, des choses comme ça, un certain nombre de choses, mais également aussi des changements de destination d'habitat.
Bon, ça, c'est des choses, je ne vais pas revenir sur ces aspects-là, mais de la manière dont moi je vis un peu les choses d'une manière récente, hein, puisque ça fait 2 ans à peine que je siège en CDPENAF au titre d'un droit nature. Mais moi, je prépare les dossiers, j'essaie de les préparer le mieux possible. Donc ça, j'avoue que le réseau associatif est très important pour ça. Alors sur des volets, bien évidemment, sur tout ce qui concerne la biodiversité et l'eau, nos associations de protection de l'environnement sont suffisamment dotées de compétences et de savoir pour alimenter ces discussions. Toutefois, je dirais la difficulté, c'est le délai. Puisque la plupart du temps, c'est quoi? C'est pas 10 jours. Hein, et quand vous avez tous les mois, parce que c'est à peu près ça, la CDPENAF de l'Indre, hein, c'est à peu près tous les mois, vous avez en gros entre 10 et 15 dossiers. C'est matériellement impossible d'aller sur le terrain pour visiter tout ça. Donc, ça suppose d'avoir accès à un certain nombre de bases de données, etc. Et puis d'avoir un réseau sur le terrain pour pouvoir faire remonter beaucoup de choses. Alors, sur l'eau et sur la biodiversité, les associations sont particulièrement bien dotées. Indre Nature, c'est le cas. Donc, bon, on arrive à obtenir un certain nombre d'informations. Donc, alors moi, d'un point de vue méthodo, j'avoue, alors je me refuse à avoir je dirais, des avis un peu automatiques, etc. Je construis mon argumentaire. Je suis pédologue, hein, donc je connais la science du sol, je sais ce que c'est qu'un territoire naturel, je sais ce que c'est que l'agriculture, j'ai travaillé dans le monde agricole. Donc, dans une CPNAF, donc j'essaie d'avoir une démarche un peu de pédagogie pour expliquer comment on prend position ou pas pour amender un projet. Donc ça, c'est quelque chose que j'essaie de partager. J'ai du mal, j'avoue, hein, auprès d'un certain nombre d'organismes et d'élus, où parfois c'est des décisions un petit peu de principe. Et notamment dans les critères qu'on retient, bon, j'ai évidemment évoqué la thématique de l'eau, en particulier tout ce qui concerne l'alimentation des aquifères, les eaux de surface, etc. Tout le volet biodiversité. Donc ça, c'est des choses qui sont assez bien, je dirais, bien connues. Mais quand on commence à parler un petit peu de carbone, là, ça devient un petit peu plus compliqué. Et puis, quand on parle de fonctions écosystémiques des sols globalement dans un territoire, risque d'érosion, etc., etc. Bon, tout ça, il peut un petit peu… voilà. Et pourtant, le projet auquel j'ai participé, quand j'étais en activité professionnelle, a bien démontré que c'était une commande de l'État, notamment au travers de l'ADEME. J'ai participé également à un conseil scientifique au niveau national qui s'appelle le réseau Ernest, hein, qui est le réseau de parties scientifiques sur les problématiques de sol au niveau national piloté par le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement. Tout ça, c'est des choses qu'on a bien pris en compte. Moi, ce qui me soucie un petit peu, c'est que quand on est dans les départements, eh bien, on est loin, très loin, parfois, dans des prises de décision, que ce soit de la part de l'administration ou que ce soit je dirais, des collectivités, etc., d'un argumentaire solide, un argumentaire scientifique. C'est moi qui ai posé la question tout à l'heure sur l'hydrogéologue. C'est quand même les hydrogéologues qui connaissent parfaitement comment se positionnent les nappes, comment ça évolue dans le temps. Et je pense que c'est des gens qu'il faut vraiment écouter. Voilà, un petit peu ce que je voulais dire. Alors, à Dominique Boutin, je vois mon collègue Dominique qui réagit, qui est pédologue aussi. Le rôle des associations. Alors moi, je reviens aussi sur cet aspect de doctrine. Alors, la doctrine en région centre, c'est notamment un aspect aussi qui concerne l'aptitude agronomique des sols, c'est-à-dire de vouloir faire du photovoltaïque sur des mauvaises terres. Bon, alors… comme Dominique, hein, je pense qu'on a participé aussi un peu à ces travaux d'évaluation d'aptitude agronomique des sols dans un contexte qui est totalement différent de celui qu'on a de nos jours et qu'on le met un petit peu à toutes les sauces. Donc ça mériterait d'être vu. Et puis, il y a un point aussi, moi, qui me chagrine un petit peu, c'est quand on parle de doctrine, eh bien, une doctrine doit s'appuyer aussi sur un argumentaire technique et scientifique. Et ça, c'est le plus important, à mon avis, parce que là, on a des mesures, on a des avis qui sont, voilà, on a des publications de gens sérieux qui font des choses, ce n'est pas des avis comme ça.
Et cette doctrine, moi j'ai deux exemples dans l'Indre. J'ai deux exemples, j'imagine que mes collègues en CDPNAF ailleurs auront également ce genre de retour. Le premier, c'est un parc photovoltaïque dans le parc naturel régional de la Brenne. Bon, à la limite, je dirais pourquoi pas. Et dans la mesure où il alimente aussi une réflexion de références scientifiques sur ce milieu, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe en matière de couverture vis-à-vis du végétal, vis-à-vis des animaux qui sont présents. Voilà, bon, bah là, tout le monde était presque unanime. Et puis, à l'opposé, un projet photovoltaïque sur une carrière, un parc flottant. Et là, moi, j'ai dit, bah, écoutez, pourquoi pas, mais dans ces cas-là, si vous voulez, parce que du coup, l'avis d'Indre Nature était de dire en matière de biodiversité, bon, c'est des choses qu'on peut entendre, c'était sur une carrière qui était bien connue par l'association. Mais du coup, moi, je me suis dit, mais là aussi, on pourrait mettre en place un suivi pour savoir un petit peu ce qui se passe au niveau des plantes aquatiques, ne serait-ce que ça. Eh bien là, pas de suivi du tout, aucun suivi. Que ce soit les services de l'État, que ce soit les collectivités, on botte en touche. Donc, je pense que si on veut vraiment construire un argumentaire sérieux, il faut s'appuyer sur de l'expérimentation, sur des remontées de données. C'est comme ça que l'on va avancer d'une manière aussi claire et puis aussi en toute objectivité. Ce qu'il faut, c'est de l'objectivité. C'est ça qui est le plus important. Bon, voilà un petit peu ce que je voulais dire en matière de retour sur ma présence au sein de la CNDPNAF de l'Indre. Et puis, connaissant très bien le monde agricole, je pense qu'il y a des points de convergence importants, je dirais, entre le milieu associatif, protection de l'environnement de manière générale, et la profession agricole. Il y a vraiment des points de convergence. C'est des choses qu'il faut sans doute travailler. Voilà. Et puis, aussi, dernière petite chose qui me vient à l'esprit comme ça, je suis désolé, je n'ai pas préparé on va dire, j'allais dire des transparents comme autrefois, Dominique qui va rigoler. Mais bref, je pense que ce qui se passe, c'est que dans un vote, dans ces commissions, quand ça bascule d'un côté ou de l'autre, la plupart du temps, c'est la décision et la manière dont sont présentés les dossiers par les organismes instructeurs. Je pense que c'est ça qui fait la différence. C'est pour ça que je m'efforce de faire de la pédagogie auprès de la DDT chez nous pour prendre en compte tous ces aspects qui concernent la biodive. OK, ça c'est bien rentré maintenant. Je connais Indre Nature déjà depuis de nombreuses années, ce n'était pas le cas il y a 20 ans. Maintenant, c'est bien pris en compte. L'eau, ça commence à être bien pris en compte aussi. Par contre, quand on parle de carbone, quand on parle d'autres choses comme ça, là, c'est beaucoup plus compliqué. Consommation d'espace, voilà. Et maintenant, on a des outils. Je vous présente Muse, un très bel outil d'évaluation des fonctions écosystémiques des sols. Voilà. Donc, les publications sont en ligne, etc. Voilà. Tout ça, ça a été porté par mes collègues du réseau mixte technologique, le RMT Sol et Territoire, un réseau technique à l'échelle nationale, copiloté par l'INRA et puis un certain nombre d'organismes d'agronomie. Donc voilà, moi j'essaie d'avoir cette démarche-là. Bon, après, elle vaut ce qu'elle vaut. Voilà, je suis prêt à discuter, à échanger avec les uns et les autres, le cas échéant. Voilà, à votre disposition. Merci Joël. On va garder les questions pour après. Là, on passe tout de suite à la présentation de Gérard pour sa participation au CODERS 37 et on aura ensuite un temps de questions. Donc Gérard, c'est à vous. Bien. Donc, bonjour, je me présente Gérard Brosse. Je suis membre de la CEPANT, Société d'études de protection et d'aménagement de la nature en Touraine, qui est adhérente effectivement à FNE Centre Val de Loire. Donc, ce que je vous ai mis effectivement à la préparation des réunions, il y a un élément important que je n'ai pas noté, c'est qu'on a accès à une plateforme gouvernementale qui nous met quelques jours ou une semaine avant les dossiers à disposition, les dossiers d'instruction. Ensuite, moi, je ne suis pas issu effectivement d'un milieu naturaliste. Et donc, pour défendre la nature, j'ai besoin de m'appuyer sur la CEPANT.
Et donc, soit en interne avec les chargés de biodiversité, pour lorsque les projets portent sur des endroits où il y a des milieux naturels à préserver ou à reconnaître, ou aussi avec les référents, les bénévoles référents sur les sujets eau, déchets, sol, énergie. Ensuite, j'ai aussi une bonne coopération avec la fédération de pêche, parce qu'effectivement, quand on est sur des milieux aquatiques, il y a des gens très compétents à la fédération de pêche, mais aussi avec l'UFC, l'Union fédérale des consommateurs, parce qu'ils s'intéressent de près aux pollutions, aussi bien de l'air que de l'eau. Donc là, on est aussi en phase et on est en transverse sur ces sujets-là. Donc on se rencontre un petit peu en avant avec l'UFC et la Fédé de pêche pour pouvoir discuter de certains sujets en fonction de l'ordre du jour des CODERS. Donc les sujets majeurs qu'on aborde en séance, c'est plutôt la mise à jour des arrêtés préfectoraux existants, comme le disait le représentant du département qui a présenté tout à l'heure. L'application des réglementations et des directives, c'est intéressant parce qu'on voit comment, à travers les instructions, on met en application un certain nombre de mesures de protection et comment on les impose aux entreprises, que ce soit de l'industrie, des entrepôts, de l'élevage, des rejets au milieu naturel ou des dérogations potables ou de l'irrigation. Donc, c'est le gros des sujets qu'on voit, nous, sur le 37. Vous pouvez passer là-dessus après. Alors, le rôle des associations dans cet instant, alors moi, je suis assez modeste sur ce qu'on vient y faire en termes de capacité à pouvoir changer la proposition du service instructeur. Quand le service instructeur donne un avis favorable, finalement, le poids des associations nature, qui défendent la nature ou qui parlent au nom de la nature, on est 3 voix sur 21. Donc, on a quand même un rôle modeste et on ne peut pas faire basculer les choses. Par contre, on a un rôle de témoin et de garde-fou. Et comme le disait le représentant tout à l'heure du département, on peut aussi à la marge faire modifier les prescriptions d'un arrêté. Soit demander à ce que certains seuils, certaines normes soient un peu plus serrées, ou que la mise en application, par exemple pour des mises en demeure, ne soit pas d'1 an, mais soit raccourcie et plus rapide à mettre en œuvre. Ça, effectivement, c'est bien entendu dans un CODERS. On peut à la marge modifier des choses. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas des métiers, enfin, notre compétence professionnelle n'est pas identique à celle des services de l'État. Les services de l'État ont une vraie compétence en matière de réglementation. Et c'est intéressant, on apprend pendant les instructions, quand on nous présente les dossiers d'instruction, on apprend beaucoup de choses. D'autant plus que les réglementations évoluent. Donc, ce que vous avez appris il y a de ça 10 ans et ce qui est aujourd'hui applicable, ce n'est plus tellement d'actualité. Donc, là, c'est intéressant parce que vous pouvez arriver en ne connaissant pas grand-chose et vous allez apprendre. Bon, c'était pas tout à fait mon cas, parce que j'étais responsable d'approvisionnement sur un site Céveso, seuil bas. Donc, effectivement, je sais un petit peu de quoi on parle quand on est en CODERS. Mais je pense que j'ai vu arriver des gens qui ne connaissaient pas et qui, tout doucement, sont montés en compétences. Ensuite, il y a effectivement ce que je mettais une culture commune de la réglementation. C'est-à-dire que je ne suis pas le seul à apprendre. C'est-à-dire que l'hydrogéologue va apprendre aussi qu'il y a des règles sur des sujets qu'il ne maîtrise pas au quotidien et chaque composante va effectivement apprendre. Et puis, il y a la connaissance des procédures. Et ça, c'est intéressant de savoir quand on a des alertes qui remontent, c'est où on en est dans la procédure. Est-ce qu'il y a déjà des procédures en cours? Est-ce qu'il est trop tard? Est-ce qu'on est trop en amont, mais qu'on peut quand même dire les choses, sachant que c'est un peu tôt, mais plus tôt on les dit, mieux c'est. Enfin, donc, c'est le rôle des associations. Pour moi, c'est pas un rôle de faire des bascules au niveau du CODERS, mais c'est plutôt d'être témoin, garde-fou et d'apprendre des choses qu'on va réinvestir dans l'association sur d'autres dossiers. On peut passer à la suivante. Ben, il n'y en avait pas d'autres. C'était la dernière. Ah oui, bon, effectivement.
Est-ce que vous aviez Oui, c'est bon. Oui, ouais, c'était bien. Eh ben, c'est parfait. Merci Gérard. Si du coup on en a fini là, je vais arrêter mon partage pour pouvoir entamer le temps de questions. Alors, est-ce que j'ai des choses? J'ai des questions. Alors, pourquoi les projets d'installation des méthaniseurs et des épandages qui sont liés ne sont pas soumis au CDPENAF et au CODERST, notamment par rapport aux impacts sur les sols et sur l'eau? Est-ce que quelqu'un a la réponse à tout ça? Bien, moi, j'ai vu passer au CODERS, effectivement, des dossiers de méthaniseurs et il y avait plan d'épandage avec. D'accord, donc ça arrive. Ça allait avec. Oui, excusez-moi, hein. Mais les dossiers d'enregistrement de méthaniseurs passent en CODERST à partir du moment où ils dérogent ou alors on ajoute des prescriptions complémentaires. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ça fait partie des choses qui sont obligatoirement passées en CODERST, et y compris donc le plan d'épandage qui de toute façon est instruit en même temps que la demande d'enregistrement ICPE. Donc voilà, ça fait aussi l'objet de la même consultation du public. Voilà. Si je puis me permettre, pour compléter, la loi d'accélération des ENR toute récente prévoit que désormais les projets de méthaniseurs passent devant la CDPENAF. D'accord. Ok, il me semble que... Il y a des mains levées là? Oui. Oui, il y a des mains levées, mais c'est surtout au niveau de la discussion. Catherine, si vous voulez compléter, puisque c'est vous qui aviez posé la question. Oui, justement, je viens d'avoir la réponse à cette question suivant le passage obligatoire ou non en CODERST, puisque voilà, sur la base d'une expérience, nous avons un dossier dont le projet d'arrêté préfectoral n'est pas passé en CODERST du tout. Donc, pas de soumission non plus du plan d'épandage, etc. Et je voulais savoir si justement on pouvait s'appuyer sur l'absence de cette soumission en CODERST pour indiquer qu'il y a un vice de forme dans la procédure, dans le recours éventuel. Peut-être qu'il faudrait regarder c'est à partir de quelle puissance ou de quelle capacité de production que les méthaniseurs doivent passer en CODERST. Je pense qu'il y a peut-être des seuils là. Alors nous, on nous avait... Ouais. La DDPP nous avait indiqué qu'elle apporterait un avis uniquement justement après l'avis qui serait porté par le CODERST, et en fait, ce dossier n'a pas été soumis au CODERST. Paul, vous vouliez rajouter quelque chose? Simplement, ce que je voulais dire, c'est que parfois, certains méthaniseurs de faible puissance, effectivement, sont juste soumis à déclaration et ne passent pas en CODERST. Et autrement, des méthaniseurs qui sont soumis à enregistrement, mais qui collent parfaitement aux arrêtés ministériels, ne passent pas non plus en CODERST. Donc là, je ne sais pas, dans le cas présent évoqué par la personne qui intervient, quelle est la cause du non-passage en CODERST, mais ce serait étonnant que ce soit juste pour ne pas parler du sujet. Ça me surprendrait vraiment beaucoup. Parce qu'effectivement, ne pas passer en CODERST, quelque chose qui est obligatoire de faire passer en CODERST, c'est vraiment fragiliser la sécurité juridique de la décision finale, au bout du compte. Donc, ce n'est pas vraiment l'intérêt non plus de celui qui prend la décision de fragiliser la suite. Et puis, ce n'est pas l'intérêt non plus de l'exploitant qui lui aussi a intérêt à ce que son projet se réalise dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Je vous remercie pour ces réponses. Je vais passer la parole à Joël Auboin. Oui, moi c'était plus une remarque, comme ça a été dit précédemment, c'est le poids des associations dans ces commissions, puisque moi je siège en CDPENAF en Eure-et-Loire et on est deux pour représenter la biodiversité, les pêcheurs, éventuellement les chasseurs, parce que des fois on vote la même chose. Et nous avons là dernièrement, on a beaucoup de projets photovoltaïques au sol dans des zones naturelles, y compris le dernier en Zniech. Et le monde agricole, de toute manière, considère que les zones naturelles, les friches, tout ça, c'est pas important. Donc, on est deux à voter contre et tout le reste de la CDPENAF vote pour. Donc, je me demande le poids, effectivement,
ça pose la question de notre présence et de notre poids dans ces commissions. Est-ce que quelqu'un veut réagir par rapport à cette dernière prise de parole? Je veux bien prendre la parole. Dominique Boutin. Oui, vas-y Dominique, j'allais dire, oui, vas-y. Je vais profiter pour répondre aux deux Joël d'un coup, et que je salue bien. Alors, en tant que pédologue, évidemment, j'adhère à 100% à ce qu'a dit Joël Moulin. On voit qu'on est de la même fabrique. Je rajouterai quand même des choses intéressantes. Peut-être, ça mériterait peut-être qu'on se fasse une rencontre d'une journée de tous les membres FNE qui siègent en CDP. Parce que ce que Joël a apporté en termes de pédagogie, etc., nous, on a réussi un truc en Touraine qui est assez surprenant, mais c'est comme ça, c'est qu'on a eu un atelier qui a été mis en place par la DTT et qui s'appelle Sol Vivant. Et c'était extrêmement intéressant, donc c'est en off de CNPLAF, on n'est pas dedans, mais quand on a retrouvé plein de personnages participants, y compris, c'est pour ça que j'insiste un petit peu sur le côté sympathique du truc, y compris le représentant de la FNSEA locale, qui, à la CDPNAF suivante, nous a suivis dans notre vote. C'est pour dire que si on met de la pédagogie en place, qu'on apporte de l'argumentaire, qu'on apporte un certain nombre de choses sérieuses, scientifiques et construites, etc., on est capable de faire évoluer un certain nombre de mentalités, y compris chez des gens qui, a priori, sont pas très voisins. Alors, je dis peut-être qu'il y a cette pratique des CDPNAF intéressante. On a un autre avantage, si je puis dire, c'est qu'on a fait un petit groupe de 4 mousquetaires à la CDP9, avec la LPO, ici en CDP9, Terre de Liens et la Confédération paysanne. Et à nous 4, on arrive à multiplier les arguments par rapport à la commission. Et nous sommes plutôt très écoutés, etc. Donc je pense que ces pratiques-là pourraient être échangées. Parce que je ne connaissais pas le programme Hermès, machin, mais effectivement, d'autres argumentaires qui pourraient être intéressants et on pourrait être échangés. Mais je pense qu'il faut qu'on soit. Enfin bon, par écran, c'est sympathique, mais au bout d'un moment, pénible. Donc, si vous pouvez se faire une journée entière de tous les membres et d'autres personnes d'ailleurs qui ne sont pas obligatoirement membres de CPNAF, mais qui s'intéressent à ces questions des territoires, ça pourrait être intéressant. Oui. Et je dis, là, en Indre-et-Loire, on pourrait faire état de ce document Sol Vivant, qui est vraiment extrêmement positif, parce qu'en plus, même dans des activités connues comme de préserver les sols, y compris dans les ZAC et compagnie. Donc, ça va assez loin. Voilà. Je m'arrête, mais c'est pour dire simplement vraiment faire temps. Alors, oui, merci Dominique. Bon, il y a eu des moments où ça a coupé, mais on a compris l'essence de ce que vous vouliez dire et c'est noté de notre côté, en tout cas, avec cette question. Tu avais déjà fait une proposition, on va remonter effectivement pour essayer de pouvoir voilà, organiser ce que tu proposes qui me paraît très intéressant, bien sûr. Ça nous semblait la suite logique de ce webinaire, en tout cas, d'initier comme ça des échanges avec l'ensemble des représentants de notre réseau dans ces instances. Merci. Je vois Joël qui lève la main. Je n'ai pas appuyé sur le bouton, là, je suis désolé, je ne l'ai pas trouvé. Ah, il est là, voilà. Non, simplement, je pense que ce qui est important aussi, c'est de regarder ce qui se passe ailleurs. Donc, ce qui se passe ailleurs, c'est évidemment ce qui se passe dans le département d'à côté, dans la région d'à côté. Mais en matière de consommation d'espace, on a des belles choses à aller voir chez nos voisins, en Belgique, par exemple, en Allemagne et en Suisse. Je pense qu'il y a des choses très intéressantes. Et se nourrir de ça, c'est... Enfin, nous, on l'a fait dans le cadre de notre boulot et je pense qu'on a... Et c'est ce qu'on a remis un peu dans les outils d'évaluation des fonctions écosystémiques des sols, parce que c'est ça qui est au cœur des sujets de toute cette réglementation. C'est bien la fonction écosystémique des sols. Donc, c'est le sol dans un écosystème. Il n'y a pas que la biomasse, il n'y a pas que bouffer, il n'y a pas que des arbres, il y a aussi tout le reste, quoi. Et ça, c'est hyper important. Et on a besoin de faire de la pédagogie autour de ça.
et donc partager. Voilà. Bon, alors effectivement, Dominique, si vous avez déjà commencé ce genre de choses, moi j'essaie de le faire à mon niveau, voilà, mais je suis prêt à partager les travaux qui sont faits au niveau national, mais je pense que les deux représentants de l'administration qu'on a eu tout à l'heure, si Ernest, vous devez connaître ce réseau d'expertise auprès des deux ministères de tutelle, et puis vous devez connaître le projet MUSE qui a été financé par l'ADEME, puisqu'il y a énormément de publications qui sortent autour de ça. Pour ne citer que ces deux-là, je ne parle pas d'autres choses, il y a des appels à projets européens très intéressants. Landmark, qui est un peu le même type d'approche, est vu par la profession agricole cette fois, et qui est aussi, et tout ça est convergent. Donc c'est ça qui est intéressant. Merci beaucoup. On va prendre une dernière question pour pas trop empiéter sur la fin sur le timing prévu. La main levée, là, peut-être, là, il y a Philippe. Ah oui, c'est ça. Philippe, je vous redonne la main. Oui, je vais essayer d'aller vite. J'avais deux observations. La première rejoint ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que je suis demandeur, moi, de partage et de réseau, éventuellement. Je sais que ça existe, par exemple, sur la commission chasse et faune sauvage. Ce serait intéressant que ça existe aussi sur la CDPNAF, et donc la proposition de rencontre me va tout à fait bien. La deuxième chose, c'est que moi, je ne suis pas non plus naturaliste de formation, mais je m'appuie, entre autres, donc évidemment sur les compétences en interne de mon association, mais aussi sur les documents, par exemple, établis par FNE, sur les énergies renouvelables, par exemple. Et donc, je voulais savoir si ces documents, il était envisagé qu'ils soient peut-être mis à jour ou qu'il y ait une réflexion complémentaire, puisque, par exemple, sur le photovoltaïque au sol, ils ont été élaborés à une époque où l'agrivoltaïsme n'existait pas, avant la nouvelle loi, et donc on a besoin de les faire évoluer, je pense. Voilà. Alors, pour répondre à cette question, effectivement, alors c'est pas moi qui gère l'évolution donc de ces plaidoyers, de ces positionnements, mais je sais que la question a été évoquée au sein du nouveau groupe de travail sur lequel un de mes collègues va mettre en place avec un bénévole référent, groupe de travail sobriété énergétique, et donc il est question de parler des énergies renouvelables notamment, et il faut voir, effectivement, on a soulevé cette problématique que notre positionnement n'était plus en phase avec les évolutions qu'il y a eu entre-temps. Donc, il y aurait peut-être quelque chose à revoir, effectivement. Donc, c'est en cours de discussion, en tout cas. Écoutez, je vous remercie. Je vais arrêter là les questions. Je me permets juste de remettre une dernière fois mon écran en partage pour vous faire part d'événements qu'on organise très prochainement qui pourraient vous intéresser ou intéresser votre entourage. La semaine prochaine, mardi prochain, on sera à Parcé-Mêlé, donc en Touraine, pour un événement au climat biodiversité qui est à destination des collectivités pour les accompagner à réussir la transition énergétique de leur territoire. Donc, je vous mets le lien d'inscription dans le diaporama que je vous enverrai très rapidement. Et puis, si vous voulez plus d'informations, on a un site dédié à l'événement. Il nous reste de la place. Donc, pour ceux qui ne sont pas trop loin et qui souhaiteraient participer, n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est gratuit. Et puis, en ce qui concerne les webinaires qu'on organise, on aura un prochain webinaire au mois de décembre qui traitera justement des énergies renouvelables et de la biodiversité. Donc voilà pour ce qu'on avait à vous dire sur les nouveautés. Je suis agréablement... je suis très contente qu'il y ait eu cette quarantaine de personnes qui aient participé à ce webinaire. Merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout. Merci à tous. Beaucoup, et puis voilà, si vous avez des idées, en tout cas, de prochains webinaires... Merci de la participation, de la qualité des présentations. Oui. Et puis de la qualité de l'échange. On est preneur en tout cas d'idées pour de nouveaux webinaires pour toujours faire partager une meilleure connaissance des politiques biodiversité en région. Merci à toutes et tous. Je vous souhaite une bonne soirée et un bon grand week-end à venir. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous.